Alors, bon, tout le monde commence à se connecter. Bienvenue à tous. Donc, avec Germain, aujourd'hui, on va essayer de vous proposer un contenu de qualité et concret pour que vous puissiez mettre en application eh bien, des actions juste après le webinaire sur quoi mettre en place pour améliorer son référencement. Donc, on va pas aller sur des techniques extrêmement avancées aujourd'hui, mais c'est aussi le but du webinaire que de donner des choses qui soient, des actions qui soient concrètes et assez facilement applicables dès aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous pouviez m'indiquer dans le chat, alors ça doit être à gauche sur votre écran, voir si on m'entend bien. Super, merci Sandra, merci Germain. Donc ça a l'air bon. Merci. Ok. Super. Alors, je vais repartager mon écran et je vous propose qu'on commence maintenant. Et les personnes qui arriveront par la suite eh bien, rattraperont le train. Qu'en penses-tu, Germain? Je pense que c'est parfait. Ok, super. Hop. Donc, vous allez voir mon écran. Hop là. Alors, est-ce que je peux enlever ça? On va faire comme ça. Bon, je ne vais pas vous mettre en mode lecture, mais ce n'est pas très grave. 100%. Ça voit bien, Maxime, sur l'écran, ouais. Super. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir souhaité participer au webinaire. Avec Germain, j'espère qu'on va vous donner plusieurs réponses aux questions que vous vous posez peut-être, notamment le référencement. Le référencement, c'est le nerf de la guerre. Plus on avance dans le temps, plus c'est important. Non pas d'avoir une boutique, mais surtout d'être visible, tout simplement parce qu'une boutique, si elle n'est pas visible, ça ne sert à rien. C'est un petit peu comme avoir une boutique physique au fin fond d'une petite ruelle où il y a personne, jamais personne qui passe. C'est bien, votre boutique peut avoir les meilleurs produits du monde, mais si personne ne les trouve, ça sert strictement à rien. Donc sur le déroulement de ce webinaire, je vais vous présenter la théorie du SEO en 20 minutes. Ensuite, Germain prendra la main pendant 30 minutes pour vous montrer des choses à appliquer directement sur votre boutique, directement applicables et avec un potentiel d'effet assez intéressant. Et enfin, je reprendrai la main sur les 10-15 dernières minutes pour vous faire une démo sur le dernier pilier du SEO, une démo concrète. Et enfin, on passera aux questions-réponses si vous en avez. Vous pouvez poser vos questions pendant tout le webinaire. Maxime, qui est à côté de moi, va répartir les questions. Tu m'enverras toutes les questions à moi, Maxime, d'ailleurs. J'ai vu avec Germain et on y répondra avec Germain en fin de webinaire. Donc, pour commencer, vous, en tant que commerçant, votre objectif, ça va être, est-ce que ça va être, d'après vous, d'avoir beaucoup de visiteurs ou d'être visible ou de faire de la publicité ou d'être premier sur Google? La réponse, elle est assez évidente, mais pas forcément. La réponse, c'est non. Votre objectif, à vous en tant que marchand, c'est de générer du chiffre d'affaires. C'est l'objectif fondamental. Mais pour générer du chiffre d'affaires, eh bien, il va falloir passer par plusieurs étapes et le SEO fait partie de ces étapes. Le SEO, c'est une stratégie aujourd'hui, c'est une brique d'une stratégie marketing plus globale. Ce n'est pas une fin en soi, ou en tout cas, ce n'est plus une fin en soi. Si vous faites du SEO comme on faisait en 2010 ou il y a quelques années, il y a 5-6 ans même, vous allez avoir des résultats. C'est-à-dire que ce qui fonctionnait, la plupart des choses, des actions qui fonctionnaient il y a quelques temps, fonctionnent encore, mais vous allez vous faire rapidement déborder et vous allez avoir de petits résultats sur le moyen terme, mais en tout cas, ces résultats ne tiendront pas dans le temps. Aujourd'hui, c'est vraiment important de comprendre ça et ça peut vous paraître peut-être un peu
un peu embêtant d'avoir, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, d'avoir toutes ces choses à mettre en place, mais le SEO, ça doit être une étape de votre stratégie marketing, de votre entreprise, et il ne faut pas, en tout cas c'est une erreur, il ne faut pas faire du SEO la stratégie principale de votre entreprise, parce qu'aujourd'hui, le SEO, pour être efficace, pour être correctement positionné, il va falloir créer une émulsion autour de votre marque et pas simplement mettre des mots-clés ou mettre des balises title ou faire des liens. Ça ne se résume pas uniquement à ça aujourd'hui, avoir de la visibilité sur Internet. Donc, un petit slide sur une stratégie qu'on a l'habitude de déployer chez Digiactif. Les différentes étapes pour générer du chiffre d'affaires, il va d'abord falloir acquérir du trafic qualifié. Plus votre trafic sera qualifié, plus vous aurez de chances de convertir, puisque la deuxième étape de la génération du chiffre d'affaires, ça va être la conversion. L'objectif de la conversion, c'est d'augmenter les ventes. Ensuite, les personnes que vous n'aurez pas réussi à convertir et qui ne seront pas devenus clients, il va falloir les recibler. C'est-à-dire peut-être ce qu'on appelle le retargeting. On ne va pas développer cette notion-là aujourd'hui, mais le retargeting, c'est réafficher une offre commerciale à un prospect qui vous connaît déjà. Et enfin, donc l'objectif, ça va être augmenter le nombre de clients en transformant des prospects qui ne sont pas devenus clients. Et enfin, dès qu'un prospect devient client, il va falloir le fidéliser pour augmenter du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez surtout ce schéma, ces quatre volets de la stratégie AcoFire. On n'a pas du tout parlé de SEO, on a parlé d'acquisition, ni même de SIA, le référencement payant entre guillemets. On a parlé d'acquisition, de conversion, de reciblage et de fidélisation. L'objectif, ça va être de la stratégie, de cette stratégie, de ce plan stratégique, ça va être de mettre en place un cercle vertueux qui est destiné à créer une émulsion et à créer un écosystème autour de votre marque. Ensuite, cette stratégie, cette slide-là, on va passer rapidement. Créer un écosystème autour de la marque, augmenter la popularité en ligne, générer un stimuli à Google, c'est un petit peu ce que je vous ai dit au début, acquérir du trafic naturel, de nouveaux prospects, convertir les nouveaux prospects en nouveaux clients. Ça, c'est l'objectif du retargeting, du reciblage. Ensuite, fidéliser ces nouveaux clients et recibler les prospects non convertis et augmenter le chiffre d'affaires. Qui est votre finalité en tant que marchand. Johan, maintenant, on va... Oui. Est-ce que tu peux juste faire confirmer qu'ils voient bien les slides que tu présentes? Est-ce que vous voyez les slides? Oui, c'est bon. Tu as eu un doute, Germain? C'est parfait, ouais, parce que je n'avais pas vu de mon côté, c'est pour ça que j'étais sûr qu'ils voyaient bien. Parfait. Tu m'as fait peur. Mais non, ça diffuse bien. Ok, bon, super, merci. Donc, pour cette stratégie AcoFire, voilà, l'objectif, c'est de créer un cercle vertueux pour paraître intéressant aux yeux de Google. Maintenant, on va se concentrer sur le SEO, Search Engine Optimization. Donc, qu'est-ce qu'une bonne stratégie SEO? Comment faire du SEO? Comment être référencé sur Google? Voilà, c'est des questions qu'on me pose souvent. J'imagine qu'à Germain aussi. Il n'y a pas une bonne réponse, en fait. C'est un ensemble d'interventions, un ensemble de méthodes qui, en fonction de plein de critères, de votre thématique, de la concurrence, de votre budget, de vos moyens humains, de vos connaissances, de plein de choses, vont faire que vous allez avoir plus ou moins de difficultés et donc plus ou moins de résultats. La première chose, c'est que votre stratégie SEO, et ça on n'en parle pas assez, elle doit être avant tout, avant de parler d'études de mots-clés, d'audit technique, de faire des liens, de faire du texte ou quoi que ce soit, ça doit être basé sur l'étude de votre marché et surtout de votre persona. Vous devez définir un profil de client idéal. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je vends à tout le monde, je ne vends pas à une personne en particulier, je vends à des personnes de 30 ans, de 18 ans, de 55 ans. Oui, mais vous avez forcément, dans toute cette audience, vous avez forcément un ou quelques clients idéaux. Et il va falloir en définir un pour savoir comment s'adresser à ce persona et quelles actions concrètes mettre en place pour cibler la problématique de ce persona. Ensuite, une bonne stratégie SEO, c'est une stratégie qui va respecter vos contraintes marketing. Parce que faire du SEO, c'est bien, mais comme je vous le disais au départ, votre objectif, ce n'est pas d'être premier sur Google, c'est de vendre, donc de générer du chiffre d'affaires. Et pour vendre, il va falloir trouver le juste milieu entre les contraintes liées à l'optimisation technique de votre boutique et les contraintes marketing qui ne
parfois ne sont pas totalement en adéquation avec ce que voudrait ou ce qu'attend exactement Google ou ce qu'il faudrait faire pour le SEO. Ensuite, il va falloir mettre en place des actions massives. Si vous mettez un texte de temps en temps sur votre site ou vous faites un lien tous les 6 mois, vous n'aurez pas de résultat. Ou alors, vous allez mettre des années, enfin, quoique même plus maintenant, parce qu'en fait, vos concurrents vont tellement prendre d'avance en faisant les choses correctement que vous n'obtiendrez jamais de résultat, en tout cas en SEO. Ensuite, il va falloir étudier la concurrence. Pourquoi étudier la concurrence? Eh bien, tout simplement pour dimensionner votre stratégie, savoir dans quelle mesure il va falloir optimiser votre site, votre boutique techniquement, quel type de contenu il va falloir proposer à votre audience, quel volume de contenu, quel type de lien, quel volume de lien, etc., etc. Tout ça pour dire que le SEO, que vous le fassiez vous-même ou pas, va nécessiter au moins une des deux ressources suivantes, soit du temps, soit de l'argent, soit les deux. Et ça, c'est une grosse problématique des marchands qui se lancent, c'est que la plupart du budget est généralement mise dans la création du site, que vous passiez par un freelance, que vous le fassiez vous-même ou que vous passiez par une agence. Quand je parle de budget, c'est budget soit temps, soit argent, puisque le temps, c'est de l'argent. Mais bref, vous allez mettre, la plupart du temps, l'erreur qui est faite, c'est de mettre toutes les ressources qu'on a à notre disposition dans la création du site. Mais le site, ce n'est qu'un outil. Si vous avez, comme je vous disais au début, si vous avez un très bel outil, mais que personne ne le voit, que vous n'avez pas de visibilité, donc soit pas de temps pour travailler la visibilité ou un manque de connaissances, soit pas d'argent pour le sous-traiter, eh bien, vous ne ferez pas de vente. Donc, les ressources, comme je vous le disais, les indispensables, il y a plusieurs solutions. J'ai l'habitude de conseiller aux personnes qui n'ont ni soit le temps ni l'argent, eh bien, de se former. Mais encore une fois, pour se former, ça va nécessiter d'avoir du temps et de l'argent pour se payer une formation. Donc après, il y a les CPF et toutes les choses qu'on connaît, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Là, je vous donne 2 petites ressources qui me paraissent intéressantes. Germain en aura peut-être d'autres à vous communiquer par la suite. C'est un livre blanc, pardon, c'est un PDF d'Olivier Clémence qui est gratuit, et un livre là physique d'Olivier Andrieux. Donc là, je vous ai mis 2 liens. Je vous donnerai les liens en fin de webinaire si vous voulez. Ce sont des liens d'affiliation, donc je suis complètement transparent avec vous. Si vous achetez le livre d'Olivier Andrieux via ce lien, eh bien, j'aurai une commission. Vous pouvez aussi taper directement livre Olivier Andrieux sur Amazon, par exemple, et vous le trouverez, il n'y a aucun problème. Tout ça pour dire que le temps et l'argent, soit il va falloir beaucoup de temps pour vous former via des ressources gratuites sur YouTube, des livres blancs, des conférences, aller à des salons, etc., etc. Et dans ce cas-là, vous allez mettre à profit votre temps et vous allez économiser votre argent. Mais ça va mettre assez longtemps avant de pouvoir être efficace. Soit vous avez un peu de temps et un peu d'argent, auquel cas, vous allez pouvoir vous former via des formations officielles et ensuite faire vous-même. Donc, vous allez gagner un peu de temps parce que vous allez avoir tout de suite la bonne information auprès des formateurs compétents et vous allez pouvoir commencer à mettre en application vous-même ce que vous aurez appris dans les formations. Et enfin, soit vous n'avez pas de temps, par contre, vous avez un petit peu de budget, voilà, vous allez pouvoir confier votre stratégie SEO à un professionnel, quel qu'il soit. Et là, vous allez gagner beaucoup de temps puisque le professionnel, sous réserve que vous choisissiez le bon professionnel, que ce soit un freelance ou une agence, peu importe, il va théoriquement mettre en place les actions que vous auriez mis peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années à comprendre et à maîtriser. Donc voilà les 2 ressources, il faut bien en avoir conscience. L'objectif du SEO, c'est de plaire à Google. Alors, plaire à Google, ça veut dire quoi? Google, il va estimer la qualité des pages qui composent la SERP. Donc, la SERP, c'est le résultat, quand vous faites une recherche, c'est le résultat d'une recherche sur Google. Il va estimer la qualité en fonction d'un critère qu'on appelle l'EAT, pour expertise, autorité, confiance, et pour trust, worthiness. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important de comprendre ça parce que toute votre stratégie de communication, en tout cas sur le web, doit répondre, dans l'idéal, à ces critères-là. L'expertise, ça va être de savoir, êtes-vous une référence dans votre secteur d'activité et est-ce que vous savez démontrer votre expertise de manière efficace? L'autorité, est-ce que les références dans votre secteur d'activité parlent de vous? Est-ce que vous êtes cité? Est-ce que quand vous allez lire, je ne sais pas, un
un article dans une presse locale ou sur le blog d'une personne qui traite de la même thématique que vous, est-ce que vous êtes cité dans ces ressources-là? Et enfin, la confiance. Est-ce que vous prenez soin de vos visiteurs? Est-ce que vous avez une preuve sociale? Est-ce que vous avez beaucoup de clients? Est-ce que vous avez régulièrement des ventes? Ou alors est-ce que vous avez régulièrement des plaintes et des mécontentements? Voilà, ce triptyque d'expertise, autorité, confiance, c'est sur l'estimation de Google, sur cette estimation que Google va plus ou moins bien vous positionner par rapport à vos concurrents. Donc c'est très théorique ce que je vous dis, mais c'est vraiment très important pour la suite. Ensuite, techniquement, comment vous allez répondre à l'EAT? Eh bien, le plan d'une stratégie SEO se fait, c'est assez connu dans le milieu, se fait selon 3 piliers. Le pilier technique, le pilier du contenu, donc l'éditorial, et la popularité. La technique, ça va être, est-ce que votre site est correctement codé? Est-ce que votre site est rapide? Est-ce que les balises sont aux bons endroits? Est-ce qu'elles sont correctement remplies? Est-ce que, voilà. Est-ce que vous avez une mise en cache? Est-ce que vous avez les données structurées? Les données structurées, c'est ce qui s'affiche dans les résultats de Google. Donc, vous avez un résultat, parfois en dessous, vous avez des petits raccourcis, des petits liens qui vous permettent d'aller un petit peu plus en profondeur sur le site. L'éditorial, ça va être le contenu. Est-ce que vous avez du contenu intéressant et pertinent qui répond à l'intention de vos utilisateurs? Attention, je parle bien d'intention utilisateur et non pas de mots-clés. Il ne s'agit plus de mettre 15 fois le même mot-clé sur vos pages pour être positionné. Ça ne fonctionne plus. Je mets des guillemets, tout simplement parce que ça peut encore fonctionner, mais en tout cas, ce n'est pas une méthodologie pérenne. Et enfin, la popularité, c'est est-ce que vous êtes cité? Donc, on en revient au slide précédent. C'est un petit peu quand on parlait d'autorité, c'est est-ce qu'on vous fait des liens? Est-ce qu'on parle de vous sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des sites ou des blogs ou d'autres boutiques, peut-être pas concurrentes, mais connexes à votre activité qui vous font des liens? Est-ce que vous avez un signal de marque? Donc là, je vous ai mis rapidement des petites méthodes pour réaliser un audit technique. Je vous redonnerai les noms et les liens vers les outils en fin de présentation. Vous avez l'outil Screaming Frog qui vous permet de faire un audit technique. C'est un outil qui est gratuit. Il y a une licence payante, mais la licence gratuite vous suffira, je pense. Vous avez un outil d'audit, myrankingmetrics.com, qui vous permet de faire automatiquement, là c'est payant, mais c'est totalement automatisé, un audit. Qualité de l'hébergement, vous avez un petit plugin qui s'appelle DNSlytics, enfin une extension Chrome qui vous permet de voir un petit peu la qualité de votre hébergement. Je ne vais pas tout détailler parce qu'on ne va pas avoir le temps là en 1 heure, mais en gros, voilà les points auxquels il va falloir prêter attention. Par exemple, vos balises, j'ai mis H1, mais c'est de H1 à H6, est-ce qu'elles sont correctement positionnées? Si on va sur un site et qu'on a le « qui sommes-nous » dans une balise H1, c'est une mauvaise pratique, ou en tout cas, ça va plutôt perturber Google que l'aider à comprendre de quoi vous parlez. Il faut bien comprendre que les balises H1, H2, H3, H4, H5, H6 sont faites pour structurer votre contenu. Donc, ce sont des titres de niveaux d'importance différents, donc 1 étant le plus important, 6 le moins important. Généralement, sur une page produit, on va avoir le nom du produit qui est dans une balise H1 et la description du produit qui va utiliser des balises H2 pour structurer le contenu, votre description, et éventuellement des balises H3 pour avoir des sous-menus si besoin, enfin sous-titres, pardon, si besoin, mais totalement inutile sur PrestaShop. Je peux vous donner un exemple concret, quoique j'en ai pas là, mais Germain nous montrera ça tout à l'heure, je pense. Le gros problème des thèmes sur PrestaShop, quel qu'il soit, que ce soit un thème premium ou le thème natif ou autre, c'est que vous allez, les développeurs des thèmes se servent des balises HN pour structurer leur thème. C'est-à-dire que dans le footer, vous allez avoir en bas, vous savez, mes informations, enfin les titres de vos blocs en footer vont être dans des balises HN. Ça, il faut l'enlever. En tout cas, enlever les balises H de ces emplacements-là si vous voulez avoir un thème correctement optimisé. La technique, alors les chiffres, les pourcentages que je vais donner sont totalement arbitraires. Ça va dépendre de plein de choses, mais c'est histoire que vous voyez un petit peu l'importance. La technique, ça va représenter à peu près 10% des résultats que vous pourrez obtenir d'une stratégie SEO, que vous allez mettre en place. Le plus important, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne. C'est bon, c'est une livraison. Donc la technique, voilà, ça va représenter une petite partie des résultats que vous allez avoir en stratégie SEO, mais c'est néanmoins nécessaire. Si vous avez un site trop long,
qui met trop de temps à s'afficher, qui a des messages d'erreur, que ce soit des erreurs 404, des erreurs 500, ça pourrait pénaliser votre positionnement sur Google. Ensuite, le contenu, là, vous voyez que c'est un pilier quand même assez important qu'on peut estimer à environ 50% des résultats qu'on peut obtenir. Encore une fois, parce que là, j'ai tous les SEO qui vont me sauter à la gorge en disant « mais non, on ne peut pas dire ça ». C'est juste pour imager, pour illustrer l'importance des 3 piliers entre la technique, le contenu et la popularité. Donc, l'éditorial, c'est environ… Voilà, c'est un critère très important. Donc, le contenu, ça va être d'avoir des bonnes fiches produits, d'avoir des bonnes pages catégories, de mettre éventuellement en place un cocon sémantique. Je ne détaillerai pas, mais c'est une méthodologie d'organisation de contenu. Vous irez chercher sur Google si vous souhaitez, ou sinon, vous pouvez poser les questions, on y répondra à la fin. Mais le contenu, voilà, représente aujourd'hui la base d'une stratégie long terme. La multitude de contenus présents aujourd'hui sur le web a rendu leur simple présence quasi inefficace. Donc, il est indispensable, en tout cas très important aujourd'hui, d'optimiser vos contenus. Pour ce faire, vous avez différents outils qu'on verra à la fin du webinaire. Et enfin, les liens. Donc là, pareil, très important, 40% de façon arbitraire. Les liens, c'est est-ce qu'on fait des liens vers votre site? Le lien sur le web, ça correspond un petit peu, on peut un peu imaginer ça comme la recommandation dans la vie réelle. Je suis allé manger dans un restaurant, j'ai apprécié le repas qui m'a été servi, je vais recommander ce restaurant. Et bien sûr, le web, cette recommandation, ça va se traduire un petit peu par des liens. Plus vous aurez de liens depuis des sites qui eux-mêmes sont jugés comme étant pertinents vis-à-vis de Google, plus vous allez récupérer une partie de cette popularité et de cette pertinence. Et Google, si vous êtes recommandé par des sites qui sont eux-mêmes d'autorité, ben Google va se dire, s'il y a plusieurs sites d'autorité qui recommandent cette boutique, c'est que cette boutique doit être intéressante, donc je vais peut-être la positionner mieux que ses concurrents. Donc ça, ce sont les liens. Encore une fois, attention les liens, on y reviendra en fin de présentation. Il y a des bons liens et les mauvais liens. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais sachez qu'il ne s'agit pas d'aller trouver des prestations. N'allez surtout pas, ça par contre, je peux le préciser, c'est important. Il ne faut surtout pas aller sur des plateformes comme, je ne sais pas, 5euros.com ou Fiverr.com ou autres et acheter des prestations 5000 liens pour 15 €. Vous allez obtenir effectivement peut-être 5000 liens pour 15 €, mais ce ne sera pas des liens de qualité, ce n'est pas possible et de toute façon, ce n'est pas naturel que de passer de 0 à 5000 liens en 3 semaines. Il faut savoir que Google a déployé un algorithme qui s'appelle Penguin il y a plusieurs années maintenant, qui vise justement à éliminer les sites qui font des liens, entre guillemets, artificiels. Donc, il va falloir simuler le côté naturel du déploiement de votre stratégie et plus précisément du déploiement de votre profil de lien. Donc, il va falloir simuler des liens naturels, quels que soient les moyens par lesquels vous les obtenez. Il y a 5 types de liens que nous, on a identifiés, qu'on utilise, les discussions, les commentaires, les profils web, les fiches descriptives et les articles. Donc, je vous ai mis quelques liens en exemple. Une discussion, c'est par exemple sur un forum. Vous avez des forums, thématisés ou non, dans lesquels des utilisateurs vont échanger sur des expériences, vont partager leur expérience. Et donc, de temps en temps, il y a des personnes qui vont recommander tel ou tel produit parce que ça se fait beaucoup dans le bricolage, parce que c'était plus ou moins pratique, ou quelle que soit la raison. Eh bien, ces liens-là sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils sont lus, puisqu'on est sur un lieu d'échange, un forum, mais aussi parce qu'ils sont potentiellement cliqués, puisqu'il y a une vraie utilité. On n'est pas là sur du lien artificiel qui est fait pour le SEO. Donc ça, c'est intéressant d'avoir des liens dans des discussions. Par contre, c'est difficile et long à obtenir et c'est souvent modéré. C'est-à-dire que les modérateurs des forums, généralement, n'apprécient pas qu'on vienne mettre des liens sur les forums. Ensuite, il y a les commentaires. Les commentaires, c'est très rapide à faire. C'est ce qu'on retrouve en bas des articles de blog. Vous pouvez souvent faire des commentaires. Par contre, le point négatif, c'est que souvent, ils sont en nofollow, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suivis par Google. Soit ils sont en dofollow, soit ils sont en nofollow. Il y a d'autres relations qui existent, mais on va se concentrer sur ces deux-là. Pour que le lien soit utile et suivi par Google, il faut qu'il soit en dofollow. S'il est en nofollow, ce qui est le cas de la majorité des blogs, eh bien, votre lien ne sert quasiment à rien. Enfin, les profils web, ça va être sur des plateformes d'information, sur des, je sais pas, vous êtes fan des Rolling Stones, vous inscrivez sur le site des Rolling Stones et vous pouvez généralement mettre une petite case, vous pouvez mettre votre site. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un profil web. Ça a peu de jus à transmettre, c'est peu contextualisé puisqu'un lien, s'il est contextualisé, c'est-à-dire il est entouré des mots qui concernent votre thématique, il aura beaucoup plus de puissance. Les fiches descriptives, ça va être sur des annuaires.
Donc, les annuaires, ça marchait très bien au début des années 2000. Ça marche, je ne vais pas dire que ça marche plus, mais on va dire que ça marche quasiment plus. C'est facile à trouver, des annuaires, il y en a des. Vous tapez annuaire SEO sur Google, vous allez en trouver des tonnes. Vous pouvez publier dessus, par contre, ce n'est pas ça qui fera que votre site sera correctement positionné, et enfin, ou pas. Et enfin, vous avez les articles. Donc là, c'est ce qu'on peut considérer comme les liens les plus puissants, où vous allez aller sur un site, il y a quelqu'un qui va publier un article sur un sujet, et dans cet article, il va mettre un ou plusieurs liens vers votre site et éventuellement vers d'autres. Et là, eh bien, ce sera beaucoup plus puissant en termes de jus qui va être transmis. Donc, vous allez me dire, s'il n'y a que les articles qui servent, à quoi sert de faire de la discussion, du commentaire, du profil web et de la fiche descriptive? Eh bien, tout simplement pour simuler le côté naturel de votre profil de lien. Si vous n'avez que des liens articles, ce n'est pas naturel. Si vous n'avez que des liens discussion, ce n'est pas naturel. Si vous avez que des commentaires, ce n'est pas naturel, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, l'idée, c'est de faire un petit peu tout pour simuler un profil de lien naturel et ne pas être pénalisé, ou en tout cas ne pas risquer d'être pénalisé par Google. Qu'est-ce qu'un bon lien? Je vais accélérer un petit peu, Germain, parce que je vois que j'ai débordé un petit peu. Et on va passer à la pratique juste derrière. Donc, qu'est-ce qu'un bon lien? Vous avez plusieurs outils pour mesurer les liens. Un bon lien, ça va être un lien qui est fait sur un site qui est de la même thématique ou une thématique proche de la vôtre. Ça va être un site qui a du trafic. Ça va être un lien do-follow et non pas no-follow. Ça va être un lien qui est posé dans le contenu et non pas en bas du site ou sur une page partenaire. Ça se faisait beaucoup aussi il y a 10-15 ans. Ça ne marche quasiment plus, ça. Donc, ça ne sert à rien d'échanger des liens avec des partenaires, vos fournisseurs ou autres. Il faut vraiment que ce soit contextualisé dans un contenu. Et enfin, lien dans un contenu thématique, voilà, bon, c'est l'environnement du lien. Ensuite, combien de liens? Là, ça dépend. Dépend du volume de liens de la concurrence. Disons que 3 à 5 liens par mois, on est sur une volumétrie correcte. Il y a certaines thématiques, il faudra en faire beaucoup moins, enfin un peu moins. D'autres, il faudra en faire beaucoup plus pour avoir des résultats. Mais on peut considérer qu'au-delà de 10 liens par mois, on commence à être agressif et ça commence à être risqué. Par exemple, sur la thématique du CBD, le CBD, c'est cannabis légal. Si vous ne faites pas entre 15 et 35 liens par mois, vous ne pouvez pas, en tout cas au moment où j'ai fait le slide, vous ne pouviez pas obtenir des résultats. Ce lien est constitué d'une encre et d'une URL. L'encre, c'est le mot sur lequel vous allez faire pointer quand l'utilisateur va cliquer sur le lien. Il y a les encres exactes, élargies, les noms de marque ou les encres divers. Les plus efficaces, ce sont les encres exactes, mais il faut faire, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire un petit peu de tout. Si vous vendez des piscines, l'encre exacte, ça pourrait être, par exemple, acheter une piscine. Une encre élargie, ça pourrait être acheter une piscine pour cet été. Un nom de marque, c'est le nom de votre marque de boutique qui vend des piscines ou des spas. Et encre divers, ça va être du cliquer ici, par exemple. Ensuite, comment trouver des supports? Le problème pour trouver des supports, pour faire des liens, donc des sites pour faire des liens, ça va être l'aspect chronophage. Donc, il va d'abord falloir trouver un site. Ensuite, donc avec les différents critères qu'on aura vus juste avant. Ensuite, il va falloir trouver comment contacter ce site. Ensuite, il va falloir contacter ce site. Il va falloir obtenir une réponse du webmaster. Il va falloir croiser les doigts pour qu'il accepte. S'il accepte, il va falloir que vous lui rédigiez un article dans lequel vous allez mettre votre lien, bien entendu. Ensuite, vous allez lui envoyer l'article et ensuite, vous allez croiser à nouveau les doigts pour qu'il accepte. Et enfin, vous allez obtenir un lien. Tout ça pour dire que ça, c'est un schéma qui fonctionne, mais qui est très chronophage. S'il n'accepte pas, eh bien, il va falloir recommencer, trouver un autre site, etc., etc. Donc, c'est très chronophage, ça fonctionne et ça va vous demander énormément de temps. Pour faciliter et réduire ce champ de comment trouver des supports, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions payantes. Donc, il y a plusieurs plateformes qui proposent de l'achat de liens. Donc là, en fait, c'est quoi l'achat de liens? Vous allez vous allez payer la plateforme pour qu'il aille trouver un éditeur à votre place pour publier un article à votre place avec un lien vers votre site. Donc là, j'en ai mis plusieurs, mais il y en a plein. Il y a les Rocket Links, Sentius, Soumettre, Netlinking. Et il y a les solutions gratuites. Les solutions gratuites, ça va être de l'échange. Vous allez trouver des propriétaires de sites. Donc, il y a beaucoup de groupes sur Facebook qui proposent ça. Si vous tapez, par exemple, Netlinking sur Facebook, vous allez voir plein de groupes. Je vous invite à vous y inscrire et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Il y a des personnes qui recherchent à faire des liens, d'autres qui acceptent d'en faire. Bref, c'est de la discussion, c'est de l'échange. Et enfin, vous avez un outil qui s'appelle Mailings Manager. Donc, c'est un outil qu'on a développé. J'en profite pour faire un petit peu de pub, qui permet d'automatiser cette mise en relation entre les éditeurs et les annonceurs. C'est-à-dire, vous vous inscrivez dessus. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure de 5-10 minutes. Vous inscrivez dessus gratuitement
et vous allez pouvoir tout de suite avoir une liste de sites qui acceptent de faire des liens. Donc, vous allez choisir simplement les sites qui correspondent à votre thématique et vous allez envoyer votre demande, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, là, je vous ai mis quelques spots, on passe ça rapidement. De toute façon, les slides seront disponibles après la présentation. Et je vais pouvoir passer la main à Germain. Est-ce que tu peux te démuter, Germain, s'il te plaît? C'est fait, voilà. Alors, je te passe la main pour la partie technique. Oui, ok, parfait. Alors... je vais arrêter mon partage d'écran et je vais te laisser partager le tien. Oui. C'est bon. Alors... Je vais me mettre en présentateur. Voilà, commencer le partage d'écran. Alors normalement, c'est bon, normalement ça devrait partager. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez préciser dans le chat si vous voyez bien tous l'écran de Germain? Oui, vous pouvez mentionner si vous voyez l'écran et si vous m'entendez correctement. Oui, a priori, c'est bon. C'est bon, d'accord. Bah, parfait. Je te remercie pour la présentation. Donc, moi, je vais enchaîner. Donc, en bref, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas vu encore mes tutoriels, donc Webax, c'est une entreprise suisse. Moi, je suis freelance, spécialisé sur PrestaShop depuis 2010, avec des vidéos sur YouTube pour aider les e-commerçants à améliorer un peu leur boutique PrestaShop. Et en principe, je fais une publication chaque jeudi, comme le veut la tradition. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va voir justement comment booster votre référencement PrestaShop. Les différents liens vers des tutoriels bien précis seront mis à disposition ensuite. Johan fera le partage. Donc, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Donc, nous avons notre PrestaShop. Qu'est-ce qui est important pour un bon référencement? Donc déjà, la première chose, le socle, donc l'hébergement. N'économisez pas sur l'hébergement, ça c'est l'erreur numéro 1. Hein, donc, vouloir prendre trop de l'hébergement discount. Donc, première chose, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre hébergement. Donc, Johan a mentionné avant DNS Lytic. Donc, pour information, vous cherchez DNS Lytic dans Google, vous allez pouvoir installer une extension pour votre navigateur. En fait, vous allez avoir une petite icône qui apparaît ici avec la mention IP. Donc, je clique dessus. Là, sur mon hébergement, en l'occurrence, ici, je me trouve chez Infomaniac, donc en Suisse. Et si je descends un petit peu plus bas, on voit qu'ici, il n'y a pas d'autres domaines hébergés sur le même hébergement. Je vais faire un autre test avec un autre site. Je prends ce site, par exemple. Je fais IP. Alors, celui-là, il est aussi chez Infomaniac. Mais regardez, c'est pas le même nombre de... Il y a d'autres domaines qui sont hébergés ici. 511. En fait, la différence, c'est le type d'hébergement. L'hébergement ici est beaucoup plus cher que celui-ci. Et donc, du coup, il n'y a pas le même... ici, j'ai la possibilité d'être exclusif, tandis qu'ici, il y a d'autres personnes qui utilisent la même adresse IP. Mais il faut dire aussi que l'hébergement joue un rôle au niveau de sa puissance, sa vitesse, chargement, etc. Donc, ayez un hébergement performant, n'économisez pas là-dessus. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir justement un hébergement basé dans le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes français, idéalement, il faut un hébergement en France. Si on est en Suisse, on va avoir un hébergement en Suisse. On peut utiliser aussi, bien sûr, Cloudflare. Ça, c'est quelque chose, un système que j'utilise. Donc, ça veut dire que c'est un système qu'on met avant la boutique PrestaShop, donc c'est un système qu'on met en amont, mais ce qui va se passer, je vais le faire la démonstration, je le teste sur mon site. Le problème de ça, c'est qu'après justement, ça va changer, on va dire, la détection, on va dire, du pays pour l'hébergement, là, ça va être américain, donc c'est quand même, ça va définir. Vous pouvez gagner des performances grâce à Cloudflare, mais vous n'aurez pas la localisation dans votre pays. Donc ça, c'est à peser le pour et le contre de ça. Je passe plus loin. Ce qui est important dans notre PrestaShop, c'est comme l'a mentionné Johan avant, c'est la structure H1, H2, H3, etc. Donc, pour bien construire une page, ici, vous voyez, j'ai un petit outil qui s'appelle, c'est la barre Web Developer. Donc, vous recherchez dans Google Web Developer, ok, et vous allez tomber sur une extension à installer, ce qui va vous donner en fait un petit ici une petite roue dentelée. Je clique dessus.
et je vais dans View Document Outline. Alors, ne soyez pas scandalisés par mon anglais. J'ai tendance à tout franciser. Donc ici, on voit la structure de la page. Donc on a notre balise H1, H2, H3, etc. Et on va essayer de comprendre si justement c'est logique, cette structure. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que le H1, apparemment, il a l'air d'être posé sur on voit que c'est sur démo. Alors, démo, on se demande où il est le démo dans la page. En fait, ici, dans le cas présent, c'est peut-être pas des plus explicites. On aimerait peut-être avoir le H1 posé sur peut-être un texte qui serait ici dedans, par exemple, que vous puissiez piloter vous-même. En revanche, on peut dire quand même que la structure ici, dans le cas présent, n'est pas encore trop catastrophique, puisque finalement, on a peut-être le H1 à modifier, hein, sa position, mais le reste, je pense qu'ici, ça peut être jouable. En fait, on n'a pas des H3, etc. posés sur n'importe quoi. Ici, on pourrait dire, OK, quand même, le H2 sur produit populaire, est-ce qu'on ne devrait pas mettre autre chose comme texte? Produit populaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Imaginons, vous vendez des casques pour moto, bah, vous pourriez dire, OK, nos dernières nouveautés de casque moto, par exemple, pour renforcer aussi le mot-clé sur votre thématique. Donc, mais je vais passer sur une autre page pour qu'on vérifie. On va aller voir sur une page produit, on va faire la même chose. Si je fais ici cette même chose, alors ici c'est plus flagrant, regardez. H1, t-shirt imprimé Colibri. Bah, ça semble assez explicite, hein. Donc le titre de la page, élément important, donc H1. Maintenant, vous avez votre avis ne peut être envoyé qui est en H2, qui n'a rien à voir en fait. En fait, tout ça, tous ces éléments-là ne mériteraient pas d'exister en fait. Le H2, il serait typiquement dans la description ici, on devrait avoir peut-être une surrubrique qui encapsule par exemple le H2, donc un sous-titre qui est cohérent par rapport à votre thématique. Donc, à bien regarder si justement avec cet outil, si la cohérence s'il y a justement une cohérence entre cette structure. Mais il ne doit pas y avoir des H2 et des H3 sur n'importe quoi. Et personnellement, moi, je m'arrête souvent au H3. Je ne vais pas tellement plus loin. Mais après, il n'y a pas une science exacte pour ça. Vous aussi, vous pouvez chercher un petit peu sur Google, prendre de la connaissance et faire votre propre opinion là-dessus. On va passer à la vitesse du shop, parce qu'on a dit avant, l'hébergement rapide, c'est top, mais aussi, il faut que le shop il soit rapide derrière. Donc, pour qu'il soit rapide, il faut encore qu'il ait la bonne configuration. Pour cela, on va aller dans paramètres avancés, performance. Ici, dans la configuration, moi, je mets toujours comme ça. Je mets recompiler les fichiers de templates qui ont été mis à jour pour s'assurer que ça s'actualise toujours régulièrement. Le cache, je laisse en principe à oui. Ça, je laisse à non. Type de cache, système fichier, vider le cache chaque fois qu'il y a une modification. Moi, je laisse comme ça en principe. Ensuite, sur cette partie mode debug, je laisse comme ça. Et ici, bah, j'active les 3 caches. Voilà. C'est-à-dire la compression des fichiers sources, etc., pour gagner en vitesse. Donc, si les fichiers sources ils sont compressés, bah, le site il se chargera plus rapidement. OK. Je regarde un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, cette option du cache là, ça c'est personnel, hein. Moi, je l'utilise pas souvent parce que des fois, on a des dysfonctionnements avec certains modules, etc., ou des éléments qui s'actualisent pas alors qu'ils devraient s'actualiser. Donc, celui-là, prudence si vous l'activez. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, le fait de faire ces changements. Pourquoi on fait ça? Maintenant, si on va sur notre site, on appuie sur la touche F12 de notre clavier, on a une console qui s'ouvre, c'est la console Google Chrome. Je recharge ma page. OK. Je regarde justement dans la partie network. Vous voyez, en fait, ici, on a des éléments qui se chargent. En fait, plus les éléments sont compressés, plus la taille, on va dire ici, va être réduite. D'où l'intérêt de compresser un maximum les fichiers. Si les fichiers sont compressés, il y a moins à transférer. S'il y a moins à transférer, c'est plus rapide. Et donc, on va dire, moins il y a de données à transférer, bah, c'est plus rapide pour tout le monde, quoi. Donc, d'où l'intérêt aussi de limiter le nombre de modules que vous mettez en place, etc. Et justement, d'activer ces options de cache. Je crois que pour la vitesse, tout est dit. Pour les données structurées, Johan, tu avais mentionné tout à l'heure que c'était important. Je confirme. Donc, on va faire le test sur une page. Les données structurées, donc ça veut dire que c'est des micro-blocs d'informations pour aider à Google à mieux comprendre comment est structuré le site. Donc, je prends ça, une URL de page, je mets dans l'outil de Google des données structurées et je regarde qu'est-ce qu'il dit. Peut-être qu'il va annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que c'est le cas?
Oui, ici c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait on voit il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez faire le test chez vous, s'il y a des erreurs, il faudrait idéalement les corriger. Ici on a des avertissements, mais je dirais qu'actuellement quand on a des avertissements, bon, on peut utiliser le nouvel outil de Google, mais là je ne vais pas le faire maintenant, on a le concept. Ici on voit qu'il y a des éléments optimisables, mais pas d'erreur. Donc ça c'est plutôt bon signe. S'il y a des éléments en rouge, il faudrait idéalement les corriger. Ce que moi je fais aussi, c'est que j'utilise, pour simplifier, hein, il y a un module de PrestaShop qui est celui-ci. Pourquoi celui-là en particulier? En fait, ce module va nettoyer automatiquement le code source de toutes les micro-données, etc., obsolètes, et il va mettre son propre code à la place, qui lui, on va dire, est généré en JavaScript et qui va être clean. Donc ça vous évite de nettoyer votre thème pour mettre des données structurées valides. Non, je sais pas un module sponsorisé, mais je l'ai utilisé régulièrement en fait ces dernières semaines et je trouvais qu'il m'a fait gagner beaucoup de temps. Donc super. Voilà pour les données structurées. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Le maillage interne. Donc le maillage interne, ça veut dire la notion des liens, comment le site, comment Google voit votre site. Donc en fait, plus il y a de liens dans tous les sens, plus ça fait, on va dire, je veux dire, un plat de spaghetti géant. Et ça, on va essayer d'éviter. Donc concernant justement ce maillage interne, il faut simplifier en réduisant le nombre de liens à l'intérieur du site. Donc pour faire ça, en fait, il faudrait s'assurer, on va dire, de l'unicité du chemin de maillage, c'est-à-dire qu'il y ait un seul lien qui conduise, on va dire, à un seul emplacement. Pourquoi je vous dis ça? En fait, si on regarde dans notre code source de notre page, si on regarde par exemple ici, je vais regarder sur dans les listes produits, par exemple, ça c'est un élément un peu plus flagrant. Si on regarde ici, je vais reprendre là, si je vais prendre ce lien-ci, alors hop, alors je vais essayer de reprendre ce lien. Regardez, je recherche à 2 endroits. Vous voyez sur l'écran ce que ça fait? Le lien il switch sur le texte et sur l'image. En fait, idéalement, il faudra avoir un seul lien parce qu'ici il y a 2 parcours. Ça veut dire que le bot il va devoir aller sur les 2 liens. Et en fait, idéalement, il serait bien de retirer un de ces liens et d'encapsuler tout ça dans un seul lien. Donc simplifier le maillage interne, réduire le nombre de liens pour éviter le plat, on va dire le plat spaghetti. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aussi optimiser. Ça c'est sur la partie, on va dire, un peu technique. Maintenant, on va regarder un petit peu sur la partie contenu, qu'est-ce qu'on peut faire. Allez, je vais vous montrer un élément que je vois très souvent, que tout le monde dit, mais c'est une évidence. Mais en fait, très souvent, c'est une évidence, mais qui n'est pas, qui n'est pas corrigée. Donc, quand on dit la balise titre d'un produit, donc la première chose à savoir, c'est bon, le titre, la balise title hein, pour Google, c'est un élément vraiment important puisque quand quelqu'un fait une recherche dans Google, Google essaie de faire la correspondance entre la recherche effectuée et le title de la page, typiquement. Donc, ici, imaginons, par exemple, ce que je vois souvent, c'est un client, il appelle ça casque XZB 220. Est-ce que vous savez ce que c'est? Typiquement, moi, je ne sais pas ce que c'est. En fait, ce qui change tout, c'est le fait d'avoir la mention, justement, par exemple, moto. Là, on sait que c'est un casque moto, par exemple. Ou par exemple, si on met, par exemple, chantier, vous voyez, ça change complètement le contexte. Ou si, par exemple, je mets vélo, vous voyez, le contexte est complètement, en fait, modifié. Donc, c'est important, en fait, d'ajouter le mot-clé lié à votre thématique dans le produit, dans le nom du produit. Vous avez bien sûr 2 choix. Vous pouvez aussi dire, OK, je laisse mon casque s'appeler justement casque ZXB. Et dans la partie justement référencement SEO, dans la balise title, je l'appelle ici casque moto ZXB par exemple. Mais il faut qu'il y ait le mot-clé important, c'est important qu'il soit là. Parce que des fois, il y a des marchands, ils ont 1000 produits et il n'y a eu aucune fois le mot-clé de leur thématique dans le nom du produit ou dans le title. Donc, soit vous dites, OK, moi, je change directement le nom de mon produit et puis automatiquement, le title va changer. Hein, donc, ici, ou alors, vous dites, OK, je définis un title différent de mon nom de produit. Ça, c'est vraiment selon vos préférences. Donc, je dirais que ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois sur la partie title. Donc, insister sur le mot-clé qui manque. Dans la métadescription qui est ici, donc à quoi ça sert? Ça sert à inciter au clic. Je ne sais pas si je tape Colibri dans Google.
bon, j'ai tapé ça, t-shirt Colombie, voilà. Ouais, c'est la description qui apparaît ici. Donc, si ça s'est rédigé correctement, bah, ça va donner forcément envie de cliquer. Donc, si vous ne faites rien, Google va prendre une partie de la description automatiquement. Et ce qui est intéressant ici, regardez, ici, j'ai exactement ce que je veux. Vous voyez, ici, c'est écrit échange gratuit, fabrication responsable. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, si on met ça, par exemple, ici dedans, l'élément de réassurance, il est directement dans la description, une métadescription, et donc, ça incite potentiellement à un plus grand nombre de clics. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, d'avoir une métadescription qui incite au clic avec des éléments de réassurance. Il n'y a pas une règle exacte pour ça. La partie métadescription n'influence pas, on va dire, le positionnement du site. Il augmente potentiellement le taux de clic. Donc, s'il augmente le taux de clic, bah, il va augmenter indirectement votre positionnement. Je vais parler aussi des catégories qui sont souvent négligées par les e-commerçants. Pourquoi? Parce que bah, voilà, ils font souvent les e-commerçants, il fait juste ça. Il met même pas une photo. Hein. Il met juste le nom de la catégorie et il se dit voilà, j'ai terminé. Alors qu'en fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est déjà une belle photo qui illustre la catégorie, mais aussi une description qui explique qu'est-ce qu'on va trouver dans la catégorie. Alors ça demande un petit peu de temps, mais ça vaut la peine de le faire parce que Google, toujours, il aime le contenu textuel. Et bien sûr, ne copiez pas sur les textes des catégories de vos concurrents. Soyez créatifs et créez votre propre texte. Petite mention aussi, c'est que moi j'aime bien, ça c'est à voir en fonction de votre thème ou voir si vous voulez faire un petit peu de développement. Moi j'aime bien en fait prendre le texte de la catégorie et le scinder typiquement par exemple en deux s'il est très long et de mettre un petit bout en haut sommet et la suite du texte tout au fond. Pourquoi ça? Parce qu'en fait quand on est sur mobile, bah, si vous avez un tout gros texte ici, bah, c'est un peu indigeste. La personne, il voit un gros texte, voilà, ça donne pas trop envie d'aller là-dedans. Par contre, si le texte, il y a une petite intro courte ici et par exemple un autre morceau en bas, bah, c'est beaucoup plus digeste et visible pour Google dans les deux cas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Pour la fiche produit. Pour la fiche produit, bon, alors de nouveau, ici, description unique, description le plus long possible, et, enfin, le plus long possible. Il faut que ça soit explicite pour vos clients, intéressant et unique. Donc, ne copiez pas le texte de vos fournisseurs, vraiment important. Ayez des belles photos. Faites des photos vous-même. C'est important. Google comprend si vous avez copié les photos chez des autres. À force de tout copier, vous allez avoir un clone dans notre site. Donc, ne copiez pas tout. Prenez du temps pour créer quelque chose d'unique. Ajoutez bien sûr des vidéos. Vous pouvez le faire assez facilement. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous avez un code d'intégration que vous pouvez ensuite mettre dans le code source de votre page. D'ailleurs, à ce sujet, allez, je vous dis juste un petit truc quand même à contrôler, c'est si vous voulez intégrer des vidéos, vérifiez bien dans ici, paramètres de la boutique, paramètres généraux, il faut désactiver cette option HTML et autoriser les iframes ici. Et puis quand vous allez après sur YouTube, c'est simple. Alors, allez, le maître des beignets. Alors, imaginons que vous êtes un maître des beignets, vous pouvez faire partager, faites intégrer et vous prenez ce code-là et vous mettez dans le code source de votre fiche produit. Voilà. Après, oui, il y a un tutoriel qui montre ça. Il sera cité bon, bah là, il n'a pas fait copier-coller. Voilà. Mais vous avez compris le principe. OK. Quoi dire d'autre sur la fiche produit? Oui, utiliser des caractéristiques, important. Ça permet de bien mettre en avant que la fiche est bien complète, etc. Pensez aussi à joindre, vous pouvez mettre aussi des pièces jointes. Toutes ces petits détails comptent. Donc, il faut absolument pas négliger la création des fiches produits. Ça demande du temps. Une bonne fiche de produit, ça demande du temps. Des fois, moi, je dis à des marchands, faire une bonne fiche produit, il faudrait peut-être passer 1 heure et demie à faire la fiche produit. Et ils me disent, comment ça? Nous, on passe seulement 5 minutes. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour ça. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais plus loin, j'accélère un petit peu. Alors, sur les pages CMS. Les pages CMS sont intégrées nativement dans PrestaShop. Elles sont dans Apparence Page CMS. C'est dans Apparence Page. Vous pouvez créer des pages qui vont répondre à l'attente des utilisateurs. C'est-à-dire que si je vends, je sais pas, du vin, ça va être ma question, c'est quels sont les meilleurs vins de Suisse, voilà, ou de France. Et en fait, vous voyez qu'il y a
des articles qui sortent. Donc vous, ce qu'il faut faire, c'est vous mettre à la place de la personne, de vos clients, et vous dire qu'est-ce que mes clients recherchent. Ils veulent peut-être rechercher comment on débouche une bouteille de vin, comment on conserve du vin à la cave, ils ont des problématiques. Créez une page qui répond exactement à cette problématique-là et vous allez pouvoir récupérer du trafic juste en créant une page CMS. Donc créer une page CMS, c'est facile. Il faut juste trouver les bonnes questions que se posent vos clients. Et puis vous avez des sites comme en sphère publique, par exemple, où vous pouvez poser votre question, vous dites, OK, ici, je vais demander, alors, trop de temps non plus, je vais dire, par exemple, quel vin. Vous allez avoir les questions que les utilisateurs se posent, un petit peu de temps. Est-ce que ça fait la recherche? Voyez, quel verre pour quel vin? Quel plat avec quel vin? Comment savoir quel vin on aime, etc. Vous avez plein de questions à vous poser autour de votre thématique et ça va vous ramener du trafic et ce trafic va vous amener de la popularité et donc potentiellement de plus de visibilité. Plus de visibilité égale plus de potentiels clients. Voilà. Les avis clients, on va vite survoler ça. Il y a différents types. Donc déjà d'avoir des avis clients sur un site e-commerce, c'est rassurant, ça augmente l'engagement. Il y en a plein, il y a avis vérifié par exemple, qui est très bien. Vous avez quoi? Vous avez société des avis garantis, voilà. Voilà, vous avez ça, vous avez Trusted Shop aussi, ok. Ok, qui sont tous des gros acteurs du domaine de la récolte des avis en ligne. Vous avez aussi King Avis, donc ça c'est mon propre service. Donc, par contre, il y a une version de base gratuite, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à le tester. Ça peut être sympa. Voilà. J'en ai tout dit pour les avis clients. Il faut en avoir. Soyez ouverts, acceptez la critique. Avoir de la critique, ça augmente votre crédibilité. Ne soyez pas hermétique aux avis clients. Voilà. Quoi dire d'autre? Avoir un plan du site. Avoir un plan du site sur votre boutique PrestaShop. Regardez ici si vous avez votre lien plan du site. Plan du site, ça permet à Google d'accéder plus facilement à l'ensemble du contenu de votre site. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce lien plan du site, mais aussi de partager le sitemap sur Google Search Console, anciennement Google Webmaster. Donc il faut aller dans les modules, juste aller vite fait. Il y a un module qui s'appelle Sitemap. Voilà. Si vous ne l'avez jamais installé, vous l'installez. Si vous ne l'avez pas configuré, vous le configurez. Vous générez un flux, vous faites générer un sitemap, vous allez obtenir un lien et vous allez ensuite dans votre console Google et vous allez là-dedans dans la partie sitemap et vous publiez le sitemap. Comme ça fait un lien avec le sitemap et puis Google, il est content. Petite mention, là on est dans ma console, donc du coup, regardez ce que dit la console de Google. La console de Google, c'est un peu comme le docteur, hein. Donc il regarde un petit peu votre site et il dit est-ce qu'il va bien ou pas, quoi. Ici, si on regarde, il dit ah voilà, il y a des problèmes. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait que je corrige. Mais nous, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a ces erreurs-là que c'est dramatique. C'est des optimisations qu'ils recommandent de faire. Donc il faut être à l'écoute et regarder les choses qui ne vont pas et potentiellement mettre au programme pour les optimiser. Donc n'oubliez pas, Google Search Console, c'est le docteur de votre boutique en ligne. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, on va aller sur la partie un petit peu off-site. Maintenant, je vais accélérer pour terminer un peu en 5 minutes. Donc, n'oubliez pas d'avoir un Google My Business. Hein. Page Google My Business, très important. Regardez si on cherche par exemple Webax, hop, on me retrouve, on voit ma tête. Alors ça se pose la question si ça rassure ou pas, mais en tout cas, il y a des étoiles, il y a ce genre de choses. Vous pouvez faire la même chose pour votre entreprise. C'est des éléments intéressants à mettre en place pour votre boutique. Et ça amène de la crédibilité, ça veut dire que vous existez dans le monde réel. Donc, pensez à le faire. Les réseaux sociaux, choisissez les réseaux sociaux, liste des réseaux sociaux, il y en a plein. Vous ne pouvez pas être sur tous en même temps. Choisissez un qui se rapproche le plus de votre thématique et essayez de vous engager dessus. Essayez de nouer un lien fort avec vos clients. Essayez d'être authentique. Essayez de créer de l'attraction. C'est un vrai travail. Chaque jour, il faut faire des publications. On ne peut pas négliger ça.
Mais il faut justement une vraie stratégie et se dire, OK, ben, chaque semaine, je vais faire une publication ou bien chaque jour, etc. Il faut intégrer ça au cœur de votre activité. Donc, ne négligez pas non plus la partie réseaux sociaux pour forger, on va dire, un positionnement aussi local et justement créer une communauté et une audience. Vraiment important. Les backlinks, Johan a mentionné ça tout à l'heure, les backlinks sont un levier très fort pour votre visibilité. Il faut intégrer cette notion de backlink au cœur de votre activité. Donc, on a dit tout à l'heure, donc on a My Link Manager, donc pour aller jeter un coup d'œil pour créer des liens vers votre boutique en ligne. Donc, ça, service intéressant et comme l'a mentionné Johan, donc un service gratuit de base, donc ça vaut la peine d'expérimenter. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Alors, la méthode assez simple pour les backlinks, je vais vite sur Ubersuggest là, service aussi ici gratuit. Je vais sur la France. Non, mais ça, c'est prendre le bon pays. Je vais mettre mon site par exemple. Je vais aller regarder. Je vais aller dans la partie SEO Explorer, backlink. Alors, l'idée, c'est de mettre justement le nom de vos concurrents. OK? Regarde ici. Je vais dire, ah, qui m'a fait des liens? Vous pouvez regarder ça pour un de vos concurrents et vous dire, ah, OK, il y a eu des liens de tel ou tel site, etc. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur qui a fait des liens vers vous. Enfin, qui a fait des liens vers vous ou qui a fait des liens vers votre concurrent. Et comme ça, vous pouvez après démarcher aussi. Si votre concurrent il a pu avoir des liens, bah, vous pouvez aussi avoir les liens au même emplacement. Donc, ça peut être intéressant de chercher les liens aussi de vos concurrents. Il y en a d'autres aussi, des outils comme Majestic ou SEMrush, qui sont vraiment des outils très performants pour analyser l'ensemble de votre site et des liens, etc. Bien sûr, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ces outils. Mais Ubersuggest, au moins, vous pouvez avoir une petite vision rapide sans vous inscrire et tout ça. D'ailleurs, je ne suis pas inscrit ici. Non. Donc, vous pouvez le faire à la volée très rapidement. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le dernier point, oui, vision globale, c'est qu'aujourd'hui, dans le e-commerce, on est tellement saturé, il y a tellement de monde partout, que il ne suffit plus juste de vendre des produits et se dire ça va se faire, ça va être facile. Ce que je recommande, c'est si vous arrivez à créer encore une identité de marque autour de vous, ça c'est vraiment top. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement, ça demande beaucoup de motivation. J'ai pris un exemple comme ça parce que voilà, mais j'ai pris par exemple le chocolat des Français, vous connaissez peut-être, et je me suis dit ok, ils vendent du chocolat, très bien, mais regardez le contexte, c'est vraiment plutôt amusant. Ils ont vraiment regardé les visuels. Moi, j'achèterais ça même pas pour le chocolat, mais juste pour la tablette, parce que je trouve ça vraiment amusant. Et ils ont créé un écosystème là autour, et je trouve que c'est plutôt vraiment une bonne chose. Et il manque, d'ailleurs, les Français, on va dire, ils sont vraiment des spécialistes du Made in France, et je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui émergent avec une identité forte. En Suisse, il y a Massa. J'espère qu'ils vont bientôt s'y mettre aussi, les Suisses. Mais je veux dire, là, il y a vraiment une identité, un branding qui est très fort. Donc, essayez de voir si vous arrivez à dégager quelque chose de fort autour de votre marque. Ça peut être visuel, ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau d'un blog, ça peut être à plein de niveaux, mais c'est de dégager une grande force que vos concurrents ne puissent pas égaler et que, bien sûr, ça puisse se ressentir. Voilà. Je crois que j'ai essayé de tout caser. Est-ce que, Johan, tu penses que c'est suffisant? Bah oui, moi ça me paraît bien. Est-ce que juste je fais une parenthèse sur les visuels parce qu'on n'en a pas parlé. C'est pas vraiment du SEO, c'est plutôt du marketing. Mais en e-commerce, on ne peut pas par rapport au commerce traditionnel, on ne peut pas toucher le produit, on ne peut pas l'essayer. Donc le visuel, c'est vraiment très 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 important vraiment d'avoir des bons visuels, quoi. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire pour rebondir sur ton exemple, ton cas, ton Oui, étude de cas. oui, c'est vrai qu'en fait, il y a il y a plein de petits facteurs qui, on va dire, ils sont pas directement liés à attirer du trafic, mais indirectement, comme ils retiennent l'attention, il fait qu'on va en parler, et donc du coup, ben, ils amènent un peu de la croissance au niveau de la notoriété, et donc potentiellement plus de visites. C'est exactement ça. Est-ce que je reprends la main ou tu avais autre chose à ajouter? Oui, j'essaie de respecter donc le délai, hein, donc le temps Ouais, est parti. super. Voilà, parfait. Tu peux reprendre Super. la main. Bon, on va déborder un tout petit peu pour ceux qui peuvent.
Donc là, si on récapitule, on a vu le socle technique, on a vu le socle éditorial avec des petits conseils de Germain. Maintenant, une fois qu'on a un site qui est correct au niveau technique, qu'on a des bonnes descriptions, des bonnes fiches produits, des beaux visuels, il va falloir bien travailler la popularité, c'est-à-dire faire des liens. Donc, comment je fais des liens? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est soit vous allez sur une plateforme et vous allez en acheter. Les plateformes vont s'occuper de vous en envoyer, moyennant finance. Soit vous allez faire de l'échange. Et là, je vais vous présenter, je vais vous faire une démo de 5 minutes sur comment obtenir des liens assez facilement et gratuitement surtout. Je vais reprendre le partage de l'écran. Si tu peux couper le tien du coup, Germain, s'il te plaît. Ah, t'es là, Germain? Je crois qu'on a perdu Germain. Peux-tu couper ton écran, s'il te plaît? Ah, super, merci. Hop. Alors, vous me dites quand vous voyez. Tu vois, Maxime? Ok, c'est bon. Donc, l'outil, ça s'appelle Mailings Manager. Si vous voulez la démo complète de l'outil, vous allez sur mailingsmanager.com. Vous n'êtes pas obligé de mettre bêta, hein, ça va rediriger automatiquement. Et vous verrez en bas, il y a une petite présentation plus complète que ce que je vais vous faire. Donc, une fois que vous êtes inscrit, c'est gratuit. Hein, vous vous inscrivez, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Donc là, je suis sur mon compte. Le principe, ça va être de proposer, d'accepter vous-même de faire des liens vers d'autres sites via vos pages CMS ou via votre blog si vous avez des blogs. En acceptant cela, alors vous serez libre de refuser les propositions qu'on va vous faire, bien évidemment, vous allez obtenir des crédits. Ces crédits, vous pourrez à votre tour les dépenser pour aller solliciter d'autres supports pour faire des liens vers votre site. Donc c'est ça que je vais vous montrer là dès maintenant, c'est comment faire. Et vous allez voir qu'en 5 minutes, en moins de 5 minutes, vous allez pouvoir obtenir un ou plusieurs liens de façon gratuite. Et j'entends bien entendu des liens de qualité. Donc dans la partie mes sites, bon là vous êtes sur le dashboard, peu importe, hein, l'objectif c'est pas de faire une démo complète de l'outil. Dans la partie mes sites, vous allez pouvoir enregistrer votre site à vous. Donc là, j'en ai plusieurs parce qu'il y a les sites qu'on gère à l'agence. Donc, volontairement, les URL sont obfusqués pour conserver une partie des données confidentielles. Mais là-dedans, vous allez avoir votre site. Et dans les supports, donc pour inscrire un site, vous allez dans Nouveau. Je peux vous montrer rapidement. Vous mettez votre URL, vous pouvez saisir une note si vous le souhaitez. Là, vous allez définir un objectif TTF. Donc, sans rentrer dans les détails, vous mettez la thématique qui correspond le mieux. Donc, si vous faites du e-commerce, moi, je vous conseille de mettre shopping ou éventuellement business, mais j'irai plutôt sur shopping. Là, vous sélectionnez les thématiques de votre site, donc e-commerce et éventuellement d'autres choses s'il y a d'autres thématiques qui correspondent, et vous cliquez sur Ajouter. Il va falloir ensuite vérifier votre site. Pour vérifier votre site, il suffit de déposer un petit fichier HTML sur votre FTP, et une fois que ce sera fait, vous pourrez ouvrir votre site à l'échange. En ouvrant votre site à l'échange, je vais prendre un exemple concret. Donc, admettons que je vienne d'ajouter ce site-là, que j'ai vérifié, je peux en dessous choisir d'accepter les demandes de liens. Donc, vous mettez sur oui, vous allez dire que quand on va vous proposer de faire un lien sur votre site, vous allez réclamer un crédit. Vous voulez au minimum qu'on vous envoie un article de 500 mots ou plus. Hein, vous pouvez être 1000 ou 2000 ou 10 000 si vous voulez. Le nombre d'images que vous souhaitez qu'on vous envoie et le nombre de liens que vous souhaitez. Donc là, je vous recommande de mettre 1. Sortant maximum. Une fois que vous mettez à jour, votre site va apparaître dans la partie les supports et les autres utilisateurs de la plateforme pourront à leur tour vous demander de publier un article avec un lien vers leur site que vous serez libre d'accepter ou de refuser. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est comment vous allez faire pour demander un lien. Donc, vous allez aller dans les supports. Bon, je vais afficher que les supports publics. Vous allez aller dans les supports et là, vous allez chercher en fonction du... Donc, vous verrez les sites s'afficher ici. Hein. Vous allez choisir en fonction des thématiques les sites qui vous plaisent et qui pourraient faire un lien vers vous. Je vous conseille de
trier ici par la note de qualité. Donc, la note de qualité va de 0 à 5. Plus c'est haut, mieux c'est. Donc, vous allez avoir des sites de niveau 3, de niveau 4 et éventuellement 5. Je vous conseille de vous concentrer sur les sites au-delà de 0. Donc, plus de 0. 0, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont inutiles, mais en tout cas, il vaut mieux d'abord faire votre lien sur des sites de qualité 3 plutôt que sur des sites de qualité 0. Et bref, vous allez sélectionner un site qui vous plaît. Donc, admettons que je veuille sélectionner celui-ci. Bon, j'ai préparé avant, hein, donc je sais ce que je cherche. Sinon, avec les petites étoiles, c'est pas évident. Mais bref, admettons que j'ai une boutique qui vend du matériel de bricolage. Et là, je suis sur un blog qui vend du bricolage, ou plutôt piscine. Je vends des piscines, et là, je suis sur un site qui parle de bricolage, de maisons, de travaux, etc. Donc, une fois que j'ai sélectionné mon support, je clique simplement sur « Demander un lien », et là, j'ai la liste de mes sites à moi qui sont dans l'onglet « Mes sites ». Donc, je vais aller rechercher celui qui nous intéresse. Voilà, c'est celui-ci. Et je vais cliquer sur… Donc, vous n'aurez qu'un seul site ici, hein, donc ce sera beaucoup plus simple. Et vous cliquez sur « Demander un lien ». Une fois que vous allez sur « Demander un lien », vous avez, voilà, en demandant un lien à ce support, vous allez être débité de 1 crédit. Donc, il faut que vous ayez d'abord des crédits, donc d'abord accepter de recevoir vous-même des liens. Et vous allez soit rédiger un texte directement vous-même que vous allez envoyer à l'éditeur, soit vous allez charger un fichier, mais ça c'est plutôt si vous faites rédiger un texte par quelqu'un d'autre, ou enfin si vous ne voulez pas rédiger et que vous ne faites pas rédiger, vous pouvez directement commander une rédaction. Donc vous allez mettre le titre de de l'article que vous souhaitez envoyer, donc j'ai déjà préparé. Vous allez faire, voilà, par exemple, admettons, je vends des piscines. Comment sécuriser sa piscine avec des garde-corps? Je veux que mon article fasse 600 mots. Donc, pour commander une rédaction, il va vous falloir des jetons. Donc là, on voit bien que j'ai assez de jetons. J'en ai 80, il m'en faut 6. Vous allez mettre l'encre que vous souhaitez placer dans l'article, que le rédacteur place dans l'article. Donc, si moi, mon site, donc je vais vous dévoiler le site de l'exemple, mais peu importe, c'est pas très grave. Ça sera flouté sur la vidéo à venir. Vous avez le privilège de voir ce que c'est. Et vous allez mettre, voilà, acheter un spine text. Donc, je veux que le lien qui soit placé dans l'article « Comment sécuriser sa piscine avec des garde-corps », je veux qu'il soit sur le mot, ou plutôt sur l'encre « Acheter un spine text ». Et je vais faire pointer vers… non, je vais vous en mettre un autre. HTTPS. Hop. Voilà, bon, bref, ça, c'est pas un de mes sites, mais admettons que je souhaite faire pointer, là, vous allez mettre votre site, évidemment. Si votre site, c'est, je ne sais pas, taratata.com, vous mettez votre encre ici. Vous pouvez écrire un rapide brief au rédacteur. Merci de rédiger un article du sujet. Bon, là, c'est pour la démo, je vais aller vite. Faites du sujet. Hop, et vous allez cliquer sur, je vais mettre 500, parce que je vais vraiment payer un article, donc on va limiter. Et vous cliquez sur « Demander un lien ». Ah non, il faut une image. Alors, j'avais préparé une image. Où est-ce qu'elle est, mon image? Hop. Voilà. Je charge l'image. Voilà, donc j'ai bien chargé l'image. Je clique sur « Demander un lien ». Et à partir de ce moment-là, eh bien, le lien a été demandé. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'article va être rédigé. Une fois qu'il sera rédigé, il va automatiquement être envoyé au propriétaire du support que j'ai sélectionné tout à l'heure. Et ce support, ce propriétaire aura la possibilité soit d'accepter, soit de refuser de publier mon article. S'il accepte, eh bien j'ai obtenu un lien en quelques clics, vous avez vu. S'il refuse, eh bien, je récupère l'article qui a été rédigé et je vais le proposer à un autre support tout simplement. Donc voilà pour cette petite démo. Donc je vous invite à aller jeter un œil. En tout cas, ça ne vous coûte rien. Pour terminer sur la présentation, donc nous sommes une agence PrestaShop située à Rouen. On est partenaire Platinum. Nos domaines d'intervention, création, refonte exclusivement sur PrestaShop, stratégie SEO exclusivement sur PrestaShop. On fait aussi de l'hébergement, du webmastering et de la maintenance applicative. Nous sommes une équipe de 6 personnes avec 3 développeurs, une personne responsable du contenu, un administrateur système, notamment pour l'hébergement, et moi-même qui intervient sur, excusez-moi, sur la partie SEO et la gestion de projet. Quelques références clients.
Et enfin, les ressources qui ont été citées dans le webinaire que je vous mettrai en PDF. Sinon, de toute façon, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de DigiActif. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Si vous en avez, alors j'ai eu deux questions pour l'instant. Je vais répondre tout de suite. Germain, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je crois que tout est dit, hein. Ok, bon, super, on déborde un petit peu, mais ça va, c'est pas dramatique. Alors, j'ai deux questions là. La première, c'était est-ce qu'on peut revoir le webinaire? Donc, oui, le webinaire sera disponible aujourd'hui, demain, sur la chaîne YouTube de DigiActif. Je ne sais pas si tu le partageras, Germain, ou si tu le mettras sur ta chaîne aussi, peu Oui, importe, mais en tout cas, oui. ça sera disponible sur la chaîne YouTube de DigiActif. Donc, vous allez sur YouTube, tout simplement, hop, et vous cherchez DigiActif et vous trouverez la chaîne de DigiActif. DigiActif, voilà, ici. Donc, vous retrouverez la vidéo ici. J'ai une autre question qui est mon site a un très bon ranking en français et en néerlandais, mais j'ai négligé le SEO en anglais dans mon PrestaShop. Donc, j'ai un mauvais ranking en anglais. Est-ce que je pars de zéro pour l'anglais ou bien mon ranking en français va m'aider? Alors non, Germain, tu peux modérer mon propos si tu veux. Je ne sais pas si tu veux répondre. C'est toujours une grande question, hein, sur la partie multilingue. En tout cas, pour la Suisse, moi, ce que je peux dire, c'est que quand il y a plusieurs langues, il y a toujours une langue qui écrase les autres. En tout cas, si c'est le même domaine et puis qu'il y a plusieurs langues, j'ai l'impression qu'il y a une langue qui émerge. Et en fait, ça c'est personnel, hein, mais de ce que j'ai l'impression, c'est que il y a du fait que, par exemple, un marchand, il a une forte activité dans une langue, même les réseaux sociaux, c'est en français, tout ce qui tourne autour de son site est en français, et des fois, dans la langue étrangère, l'attraction est beaucoup moins forte. Et du fait qu'il y a moins, on va dire, tous ces signaux autour des langues secondaires, j'ai l'impression que c'est moins puissant, quoi. J'ai toujours l'impression qu'il y a une langue qui domine les autres. Bah, en fait, j'irai un petit peu plus loin, c'est-à-dire que quand on a des problématiques de multilingue, techniquement, déjà, il faut, enfin, dans l'idéal, c'est pas forcément facile à faire, mais dans l'idéal, il faut séparer, enfin, attribuer une langue à un domaine. Si par exemple, votre domaine, c'est, je sais pas, enfin, peu importe, dans l'idéal, il faut vraiment la langue française, qu'elle soit sur le .fr, éventuellement la langue anglaise sur le .com, et la langue néerlandaise sur, ça doit être .nl, je pense. Ça, c'est dans l'idéal. Par contre, ça signifie que vous allez avoir trois domaines et que Google va considérer ces trois sites comme étant trois sites différents. Donc, vous aurez un ranking pour le néerlandais, un ranking pour le FR et un ranking pour le .com, qui sera différent en fonction du contenu que vous allez mettre sur chacun de ces trois domaines. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps, et pour ça, on utilise le système multiboutique de PrestaShop. On l'utilise uniquement pour ça, sinon on déconseille plutôt l'utilisation du multiboutique. Mais on va activer le multiboutique sur la boutique, on va activer les trois langues, et on va rediriger le .fr en activant uniquement la langue française, le .com uniquement la langue anglaise, et le .nl uniquement la langue néerlandaise. Après, pour ce qui est des extensions différentes en fonction du pays, mais quand on reste sur la langue française, donc par exemple, je reprends ce que tu disais, Germain, sur le .ch, le .fr, le .be pour la Belgique, par exemple. Là, j'avoue que c'est un petit peu, j'ai pas vraiment de réponse. Oui, le .fr va, enfin, le contenu du .fr. Si vous restez sur le multilingue classique, c'est-à-dire avec le /fr, /nl, /en, c'est moins propre en fait. Il y a plusieurs manières de faire. Voilà, la manière idéale selon moi, c'est d'avoir un domaine par langue. Maintenant, le /fr/en fonctionne aussi, mais Puis voilà, après, c'est moins propre. C'est moins propre. puis après, encore, ça répond pas directement à la question, mais moi, ce que je vois avec certains marchands, des fois, ils auraient avantage à doubler des fois le trafic sur les langues qu'ils ont déjà, parce que des fois, le trafic, il est quand même, on va dire, il pourrait être augmenté, plutôt que de s'attaquer à une nouvelle langue qui implique aussi
plein de réflexions et plein de nouvelles problématiques, quoi. C'est ça aussi. C'est ça, ça va vraiment dépendre, mais pour se concentrer sur 3 langues en SEO, déjà une langue, ça demande un travail assez conséquent. Donc, il faut vraiment, selon moi, hein, prioriser vraiment la langue qui aujourd'hui génère le plus, la parfaire, avant de se concentrer sur la deuxième langue, puis la troisième langue. Que vouloir un petit peu courir tous les lièvres à la fois, à mon avis, on risque de se perdre. Mais je ne connais pas Sébastien, je ne connais pas votre secteur d'activité, les connaissances SEO. Je connais, j'ai pas assez d'infos vraiment pour donner une réponse précise, mais voilà quoi. Ensuite, j'ai une autre question. Quel est le volume optimal des mots-clés en bas de page produit, onglet information? On n'est pas pénalisé si on en fait trop. Je ne sais pas si tu veux répondre, Germain. Bah, je pense qu'ils confondent. Je pense les mots-clés en bas de la fiche produit, c'est pour la recherche interne à PrestaShop. Je ne sais pas si c'est bien ça, hein. Les Si vous mots-clés, pouvez préciser, Dorota. mais Ah oui, il y a beaucoup de clients qui remplissent des fois ce champ mots-clés en pensant que ça a une influence ouais. pour Google, alors qu'il s'agit des mots-clés pour la recherche interne de PrestaShop. Oui, c'est le champ mot-clé. Nous, dans les prestations SEO qu'on dispense, on ne s'en occupe absolument pas. Donc, c'est pas mots-clés, oui, pour le moteur de recherche interne. Mais sinon, si c'est pour afficher des nuages de mots-clés, ça sert à rien. Bah, parfois, c'est Ça même sert plus pire. à rien. C'est même pire. J'ai vu certains marchands tellement remplir le champ mots-clés, hein, donc au fond de la fiche produit, hein. Et pour finir, même sur des recherches, on va dire génériques, il y avait n'importe quoi qui sortait parce qu'ils avaient mis trop de mots-clés là-dedans, Oui, puisqu'il s'agit des mots-clés de la recherche interne. ça va. Pour moi, c'est même, oui, tu as raison, c'est même à éviter parce que vous allez multiplier un maillage interne qui ne va plus avoir aucun sens. Tout va être lié avec tout, plus ou moins, dans votre boutique et Google va s'y perdre. Parce qu'il faut bien comprendre que Googlebot, quand il vient sur votre site, lui, son objectif, c'est de comprendre un maximum de choses en un minimum de temps. Donc, si vous lui mettez des liens dans tous les sens qui passent d'une chaise de bureau à un nœud papillon, bon, théoriquement, vous ne vendez pas les deux, mais une chaise de bureau à un autre produit qui n'a rien à voir, puis ensuite il revient sur la page d'accueil, puis il repart sur votre page mention légale, puis vous allez le perdre en fait. Et Google, il n'a pas de temps à perdre. Donc, s'il considère qu'il passe trop de temps pour pas grand-chose sur votre site, il ne va pas se compliquer la vie, il va simplement partir. Votre intérêt, c'est de le garder le plus longtemps. Donc, pour le garder le plus longtemps, il faut qu'il ait un chemin simple, efficace et cohérent. Et en mettant un nuage de mots-clés, c'est pas cohérent. En tout cas, pas forcément cohérent. Ensuite, j'ai pour les articles en netlinking reçus, étant un site e-commerce, je dois donc les afficher dans une page CMS comme un blog. En fait, comme vous voulez, le principe, c'est d'offrir la possibilité à d'autres utilisateurs de la plateforme de publier un article chez vous. Maintenant, soit vous les mettez sur une page CMS, il y a Germain qui a fait un super tuto sur comment optimiser les pages CMS. Je ne sais plus quel tuto c'était, Germain, mais tu avais fait un tuto là-dessus, je crois. Tu pourras le mettre dans les liens si tu veux, comme ça vous pourra aller voir, Sandra. Et donc, soit ça, soit vous utilisez un module blog. Donc, soit un module PrestaShop, vous créez un blog sur votre boutique et vous publiez les articles dessus. Soit vous publiez un autre CMS dans un répertoire, par exemple votreboutique.com/blog, et dans le /blog, vous installez un WordPress, par exemple. Hein. Encore une fois, il n'y a pas une manière de faire, et vous vous dites que voilà, sur votre blog, vous allez publier les articles qu'on vous proposera. Mais vous êtes aussi libre de publier vos propres articles à vous sans attendre qu'on vous en propose, en fait. Ok, Sébastien, j'ai vu votre thématique. Je ne sais pas si je peux la citer, mais voilà, bon, pour les mots-clés, ça dépend. Il faudrait voir en fait concrètement pour répondre précisément. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous voulez, Sébastien, alors c'est vous qui allez me dire, vous pouvez peut-être partager il n'y a aucune obligation, hein, partager votre URL et puis on regarde ensemble, mais ça sous-entend que tout le monde va voir peut-être ce que vous ne voulez pas afficher. Ok, donc je peux afficher à l'écran, Sébastien? Ok. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Il faut juste que je retrouve
le lien. On va regarder ça ensemble. Alors, je partage mon écran. Tu me dis quand tu vois, Germain? Oui, je suis sur le site en même temps. Ok. C'est bon, merci Maxime. Alors, sur les cartes de visite en bois, donc ça c'est un produit original. Je pense que déjà d'un point de vue marketing, c'est un projet assez sympa. Je vais aller sur une page produit. Alors, les mots-clés. Je ne vois pas où il y a des mots-clés. Si vous pouviez me mettre un exemple de fiche produit concerné par la question. Mais là, il est en 1.6, le Presta. Oui, c'est du À 1.6, ouais. mon avis, je pense que s'il s'agit du champ mot-clé, parce que dans la 1.7, je vois qu'il n'y a pas le champ des mots-clés, mais dans la 1.6, il y a. C'est vraiment le champ des mots-clés internes. Donc, je pense que la personne a dû remplir le champ des mots-clés internes. Ouais, donc c'est vraiment pour le moteur Pour de la recherche. recherche. Donc ça Ouais, n'a ouais. pas d'impact sur le SEO. Ça, par Non. contre, c'est intéressant de le remplir pour le moteur de recherche interne. Donc c'est ce qui est en haut là. Mais sinon, c'est un produit assez intéressant. Je ne connaissais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait qu'on regarde, qu'on jette un œil sur son site? C'est pour ce site-là qu'elle a posé la question en néerlandais. Oui. Parce qu'à mon avis, de ce que je vois, d'après la notoriété du domaine, en fait, il faudrait, ça c'est personnel, hein, mais je pense que il faudrait accroître la notoriété déjà dans le domaine principal, le .be, si c'est avant de faire trop les langues, parce qu'à force de tout faire, la notoriété déjà du domaine a l'air, on peut, je pense, grandement l'améliorer, à mon avis, de ce qu'on voit. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, Sébastien, je lis votre message. Produit présenté sur l'accueil ou quand je mets un produit. Moi, des soucis de balise avec les produits présentés sur l'accueil ou quand je mets en produit associé. Alors, j'ai pas compris. Les balises sur l'accueil. Alors, on peut regarder vos balises H, si c'est ce à quoi vous faites référence. Donc, le petit outil que vous a donné Germain tout à l'heure, hein, Web Developer, c'est assez pratique. Vous avez un outline heading et ça permet en un clic d'entourer les balises H. Donc, on voit que là, on a carte de visite en bois dans une balise H. Donc, ça, c'est plutôt une bonne pratique. Par contre, ça a l'air d'être une balise H2. Voilà, c'est une H2, donc ce serait mieux de la mettre en H1, parce que là, c'est pile poil votre mot-clé. Nous, on a l'habitude d'enlever les noms des produits dans des balises H, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit pénalisant. Et voilà, c'est exactement ce que je vous montrais, enfin ce que je disais, je ne sais plus si tu l'as montré, Germain. Mais voilà, en footer des thèmes PrestaShop, voilà, vous avez Oui, lettre d'information Ouais, c'est sûr. dans C'est sûr. dans une balise H, catégorie, information, mon compte, information sur votre boutique. Donc ça signifie que quand Google vient sur votre site, en fait, il va je ne suis pas dans les secrets du moteur de recherche, mais on peut supposer qu'il va se servir de ces titres-là, H2, de ces balises H, pour comprendre de quoi vous parlez. Donc, autant carte de visite en bois, c'est génial. Carte de visite en bois imprimé, gravé, génial. Par contre, quand il va lire lettre d'information, nous suivre, catégorie, là, il ne comprend plus. Alors, il y a des théories qui vont dire oui, mais il comprend qu'on est dans le footer, donc il ne va pas en tenir compte. Peut-être, mais dans le doute, une balise H, ce n'est pas fait pour mettre en forme un footer, c'est fait pour mettre en forme un contenu textuel. Donc dans le doute, le mieux, ce serait d'enlever ces balises H du footer. Mais on dirait que dans le thème PrestaShop 1.7, ça a été amélioré par rapport à 1.6 dans le thème Un peu, standard. oui. Ouais, c'est quand même, il y a peu. quand même eu un effort qui a été fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a d'autres messages. Là, c'est Je quoi vois ça? qu'il y a... C'est Bidouille Alors, Shop. comment les... Bidouille Shop, c'est un autre site de Sébastien, je pense. Je pense que c'est un problème
Agrégation du contenu, c'est avec... c'est ce que c'est de nouveau pour les données structurées, je me demande. Bon, là, on va avoir la même chose. Hein, si on vérifie, je pense qu'on va avoir les outlines. Voilà, produit populaire. Donc ça, c'est enlevé d'une balise H. Je vais répondre à votre question juste après, Sandra. Et là, effectivement, sur le 1.7, là, on est sur du 1.7. Il n'y a pas les balises H en footer, donc ça, c'est déjà une bonne chose et un petit peu d'économie. Par contre, le logo, là, qui est dans une H1, nous, c'est pareil, on l'enlève. Hein. Pas de balise H. Là, typiquement, ça revient aussi à ce qu'on disait avant. C'est, par exemple, dans le title, c'est écrit, par exemple, je vais vérifier quand même dans la source, hein, parce que non, title, on voit que c'est écrit PLA, ocre, orange, etc. Mais là, j'ai pris un exemple d'article, mais on ne sait pas que c'est pour des imprimantes 3D. Dans la définition enfin, dans le titre du produit, quoi. Ah bah oui, clairement, là, de toute façon, sur la page d'accueil, il manque beaucoup de choses. Il manque du contenu, il manque... Mais même sur le produit, en fait, le nom du produit, il n'est pas... Je veux dire, si on prend juste le nom... Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est un cas récurrent. Hein, il manque des fois le terme important. Savoir pourquoi c'est, en fait. Ouais, peut-être. Enfin, après, ça dépend des logos. Bon, là, apparemment, on est dans filament, donc on parle de filament. On va peut-être mettre, je ne sais pas du tout si c'est adapté à vos produits, mais filament bleu métallisé pour imprimante 3D. Voilà, par exemple. Par exemple, ouais. Et puis mettre ça dans l'onglet référence, plutôt que de le mettre dans le livre. Sauf si vos clients ont l'habitude de chercher par référence. Oui, Là, c'est vrai, effectivement, c'est ça a son sens. Ça dépend, ça dépend. Il y a une question de Sandra. Du coup, comment les modifier dans PrestaShop? Alors, pour modifier les balises HN dans PrestaShop, là, il faut mettre les mains dans le code. Il n'y a pas trop d'autres, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Donc, soit vous savez le faire et vous le faites, c'est faisable. Hein. Soit vous passez par un freelance ou une agence ou n'importe qui sait le faire. Sinon, le principe, c'est d'ouvrir le bon fichier TPL sur votre FTP, de remplacer le H4 par un paragraphe. Voilà, comme ça, par exemple. Le problème, c'est que quand on fait ça, forcément, on va perdre le style du H4. Vous voyez que là, il n'a plus le même style. Donc, il faut en même temps aller dans les fichiers CSS pour remettre. Donc, nous, ce qu'on fait en général, je ne sais pas si ça va fonctionner là, mais on va mettre un P classe H4. Et voilà, bon, c'est pas exactement la même chose, mais après, il faut recréer un style H4 qui ressemble à ce que vous aviez avant, quoi. Donc là, c'est pas des interventions très, très, très avancées, mais il faut juste savoir le faire, quoi. Donc le principe, c'est ça. Vous mettez dans des balises P et ensuite, vous reprenez le style que vous aviez dans la balise H2, H3, H4 pour la remettre sur, je sais pas, ça peut être par exemple footer. Vous mettez votre classe footer H4 et vous allez créer une classe ici footer H4 avec les mêmes styles qu'il y a dans votre style H4 qui est, si je recharge, voilà le style H4, il va être là. Donc voilà, on pourrait même d'ailleurs faire plus simple. Là, vous mettez P classe H4 et là, vous rajoutez, si vous allez dans votre fichier CSS, il ne va pas vouloir. Vous rajoutez une virgule. Après le H4, virgule, vous mettez le nom de votre classe, donc classe H4 par exemple, et ça va attribuer ce style-là à votre nouvelle balise ici qui sera P classe égale H4 ou classe H4, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'était clair, je m'embrouille un petit peu, mais en gros, c'est une modification dans le code. Il n'y a pas d'option dans le back-office qui permettent de le faire, ni de module. Ou aussi, si vraiment le thème, il est vraiment pas optimisé, voir éventuellement pour prendre un thème PrestaShop qui a déjà des optimisations pour les SEO aussi. Des fois, ça dépend des cas de figure, hein, mais des fois, c'est plus économique plutôt que de devoir faire trop de retouches à plein d'emplacements si il est mal conçu. Aussi, ouais. Aussi, oui. C'est le problème. Nous, on déconseille les thèmes premium, enfin, la plupart des thèmes premium, parce que tout le monde ne peut pas non plus partir sur du thème sur mesure, mais il faut savoir que la plupart, pas tous, hein, il y a des thèmes premium qui sont très bons, mais la plupart des thèmes premium, en fait, sont des thèmes un peu à tout faire et qui vont embarquer un maximum de fonctionnalités, et du coup, qui vont être lourds.
avec voilà, des balises hash un peu partout où elles ne devraient pas être, parce qu'effectivement, c'est plus facile de récupérer des styles balises hash et d'en mettre un petit peu partout où on a besoin pour créer le thème, que de venir créer un style spécialement pour lettres d'information, puis un autre pour catégorie information mon compte. Donc le développeur du thème, ce qu'il va faire, il va créer un style qui va s'appeler, je sais pas, H3, et son H3, ça sera vert et en gras, et il va mettre le titre de chaque blog en footer en H3, quoi. Il va gagner du temps là-dessus. Donc c'est la différence aussi hein, entre les thèmes premium, les thèmes sur mesure, les thèmes optimisés, les thèmes non optimisés. Il y a quelques thèmes premium qui sont correctement optimisés de base. Après, il faut les trouver, quoi. C'est au cas par cas, en fonction des besoins. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu vois autre chose, Germain. Merci pour les conseils. Il y a Sébastien Germain qui demande si les avertissements sur les balises price, band, image sont problématiques. Ah non. Je ne sais pas comment tu fais, toi, Germain, mais nous, on corrige que les erreurs dans la Search Console sur les données structurées. Pareil. Pareil. Quand c'est orange, je me dis toujours passable. C'est ça. C'est surtout que ça dépend aussi. Après, corriger les avertissements, on peut, mais après, ça on va est obligé de tricher. On est obligé de tricher parce que c'est des choses genre, par exemple, le ISBN, il est genre, il met comme avertissement, alors que des fois, c'est juste, c'est pas un livre, donc il n'y a pas ce genre de code. Oui. Quoi. Donc, pas le choix que d'avoir un avertissement. Des fois, c'est mieux d'avoir l'avertissement puis d'être juste avec les données plutôt que d'avoir tout en vert, mais de tricher sur le contenu qui est donné à Google. C'est ça. Il faut surtout concentrez-vous sur les erreurs. Là, par contre, il faut corriger les erreurs. Par contre, les avertissements, il y a tellement d'autres choses à faire pour optimiser son référencement qu'il n'y a vraiment pas de temps à perdre sur les avertissements, selon moi. Ok, pas de quoi, Franck. Merci à vous. Je ne sais pas si c'est bon pour toi, Germain. Oui, moi je pense qu'on a pu faire un tour puis donner déjà quelques pistes pour améliorer le référencement. Il faut bien se dire une chose, c'est que ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie. Et moi j'ai l'impression quand même que ceux qui arrivent à émerger, c'est aussi, comme tu as mentionné, soit il faut des moyens, soit il faut du temps. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de sites qui peinent à émerger parce qu'ils n'ont aucun des deux. Des fois, ils n'ont pas l'argent ou pas le temps. Donc, il faut absolument vraiment une de ces deux choses. Et j'allais dire, c'est presque comme le sport en début d'année. C'est aussi pour ça que tout le monde a envie de se mettre au sport en début d'année pour prendre des bonnes résolutions. Et beaucoup de gens s'épuisent. Pour les SEO, c'est un peu pareil. Beaucoup de gens se disent, on va faire quelque chose. Ils essayent une ou deux fois et très vite, l'effort est lâché. Donc, il faut vraiment conserver un effort sur le long terme. Et c'est sur le long terme que vous allez vraiment voir une différence. C'est ça, et ça coûte de l'argent pas parce que les agences ou les freelances qui font du SEO coûtent cher, c'est pas ça, c'est que les outils aussi qui sont utiles à ce travail coûtent eux-mêmes cher. Si on reprend voilà, ça c'est voilà. Screaming Frog, il y a une version gratuite, mais MyRankings Metrics, ça va coûter. Si vous voulez faire un audit automatisé, ça va vous coûter. Si vous allez sur SEO Quantum, c'est un outil qu'on utilise. Je ne sais plus à combien est la licence, mais on doit être à partir de 50 € par mois. Ensuite, on va prendre, je ne sais pas, du Majestic, on va être à partir de 100 € par mois. SEMrush, ça va être pareil, à partir de 100 ou à peu près 100 € par mois. SEO Observer, pareil. Enfin voilà, il y a plein de choses. Les liens, quand vous allez aller acheter des liens sur Soumettre ou SEMJuice, ça va être à partir de 40, 50 € le lien, jusqu'à parfois 1000, 2000 € le lien. Bon, là, c'est pas forcément utile, c'est un autre débat. Mais les outils qui sont utilisés coûtent aussi eux-mêmes cher. Alors effectivement, en tant que, je ne sais pas quels outils tu utilises, toi Germain, mais quand on va sur du SEO Quantum, on a des licences agences, donc qui coûtent cher et on va mutualiser avec les clients. Mais du coup, si vous prenez un abonnement, je ne sais pas, à SEMrush plus Majestic, vous en avez pour au minimum 100 à 200 € par mois d'abonnement. Mais après, il va falloir savoir utiliser les outils, parce qu'avoir des abonnements, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser correctement, sinon ça ne sert à rien. Et donc voilà, c'est en ça en fait que c'est coûteux en temps et en budget. C'est que ça nécessite vraiment beaucoup de temps ou d'apprentissage et d'outils.
en termes de prix, moi j'utilise j'utilise souvent Majestic, mais avec la version Lite, qui coûte 49, je crois, euros par mois pour le Lite. Oui, je Ce qui est crois. ce qui est intéressant aussi avec ces quel est le nom de l'autre outil que tu avais dit tout à l'heure, comme ça je l'ai plus en tête là. SEMrush, non? Ouais, SEMrush, ouais. Avec SEMrush, il y a aussi il y a une version de base. Enfin, on peut souscrire gratuitement pendant 7 jours. Je crois que c'est quelque chose comme Oui, ça. Et donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous inscrire et vous mettez votre carte et vous utilisez à 100% l'outil pendant quelques jours. Et après, vous envoyez un mail à SEMrush et vous dites, je veux annuler mon abonnement. Moi, j'ai fait ça pour tester à 100% les combinaisons. Et ça permet de faire un audit complet et de ne pas dépenser d'argent. Après, l'autre point, c'est aussi important à mentionner de se former. Moi, ce que je fais, c'est que chaque mois, j'essaie en principe d'acheter un livre et je me force à lire parce qu'on est dans un monde où on a moins envie de lire. Mais c'est important parce que justement de prendre le temps, de regarder, de s'instruire et de construire sa connaissance. Et en fait, si vous faites ça petit à petit, je veux dire, vous allez avoir vraiment, je pense, une vision globale vraiment importante. Et c'est des petites choses. Acheter un livre et le lire, ça semble évident, mais peu de gens le font aujourd'hui, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Et il y a pas besoin non plus d'avoir une bibliothèque complète, hein. Faut connaître les bases et après apprendre. Il faut aimer apprendre et mettre en application. Parce qu'apprendre, c'est bien, mais il faut aussi mettre en application derrière, quoi. Il y a le livre blanc, hein, sans aller jusqu'à la formation. Le livre blanc d'Olivier Clémence, il est pas mal, hein, téléchargez-le et au moins vous aurez des bases. Alors après, si vous voulez suivre et acheter la formation complète, vous le faites ou pas. Mais en tout cas, le livre blanc, il est gratuit. Ça donne déjà des bases quand on part de zéro. C'est assez intéressant. Et pour pousser un petit peu, il y a le livre d'Olivier Andrieux, qui est une référence aussi, hein. Hop. Oui. Qui est une référence aussi, qui coûte voilà, 38 euros si vous le prenez en version brochée. Il doit y avoir il y a deux versions, je crois, hein, d'Olivier Andrieux. Voilà, il y a la version à 14,99 € aussi. Ça vous permet voilà, d'approfondir les choses sans dépenser non plus Et énormément. Après, voilà. il faut mettre aussi une discipline en place, dans l'agenda, réserver du temps pour ça. Parce que sinon, on se dit toujours, on va faire quand on a le temps. Bon, moi, je dis toujours comme ça à mes clients, je dis, s'ils n'ont pas le temps de s'occuper du SEO, etc., ça veut dire que leur business, il faut croire qu'il marche bien. Mais Oui, c'est vrai qu'il faut, je veux dire, si on veut une progression et que ça c'est pas suffisant, il faut réserver une plage horaire dans la semaine pour ça, parce que sinon c'est toujours repoussé. On fait chaque fois ça, on va dire la va-vite quand on a le temps, et ça peut jamais être constructif, quoi. c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Il y a Ben qui demande si on fait des formations. Je ne sais pas si tu en fais, toi, Germain. Je ne crois pas, mais je me trompe peut-être. Non, c'est pas mon créneau, la formation. Donc, non. Nous, on en fait au cas par cas. Donc, ça dépend du CPF et de plein de choses. Et des besoins aussi. Parce que le SEO, il y a le SEO débutant. Donc là, on a vu des bases aujourd'hui. Il y a des techniques vraiment plus avancées quand on part dans le cloaking, le PBN, le cocon sémantique ou des choses comme ça. Donc ça dépend. Et on ne peut pas parler de PBN à quelqu'un qui ne connaît pas les bases. Donc ça dépend en fait d'où vous partez et où vous voulez aller, quoi. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Parfait. Merci à tous d'avoir participé. Oui, merci beaucoup. Merci Germain pour ta participation aussi. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de DigiActif. Avec les liens vers les ressources dans les notes de la vidéo, dans la description de la vidéo, voilà, j'en perds mes mots. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Je te laisse le mot de la fin, Germain. Oui, bonne continuation à tous et puis bonne optimisation et succès dans votre site e-commerce. Super. Et vous pouvez poser vos questions aussi à Germain ou moi-même par mail ou sur LinkedIn, Johan Le Trouy et Germain Tantoret. Bonne journée À bientôt. et bonne vente.